Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre émission de débat économique du mercredi soir. Merci de nous suivre sur votre chaîne et aussi de nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Cette semaine, un air marin porteur d'idées, de projets ambitieux a soufflé sur Alger. L'actualité économique s'est focalisée sur l'économie bleue, un concept nouveau, en tout cas en Algérie, amené par le département de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, mais pas que, vous allez voir. Un concept qui vise à créer de la richesse à partir de la mer et donc initier des projets in fine menés conjointement avec les pays de la Méditerranée occidentale et financés, entre autres, si tout va bien, par des mécanismes de l'Union européenne. 31 idées de projets ont été initiées hier à Alger, à l'issue d'une journée marathon entre les différents partenaires. On vous dit tout ce soir à ce sujet. En quoi consistent ces idées de projets liées à la mer Méditerranée? Quels sont les opérateurs qui peuvent y adhérer? Quels sont les secteurs concernés? Et que peuvent-ils apporter à notre économie? Voilà, donc ce débat sera fait avec nos invités. Merci de nous avoir rejoints. Je vous présente M. Terguini Abdelhamid, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'aménagement touristique et de la préservation du foncier au ministère du Tourisme, bien entendu. À vos côtés, M. Samir Glimes, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ENSS MAL et vous êtes également membre du mécanisme d'assistance Westmed. Merci d'être avec nous. Monsieur Rizel, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur des ports et de la marine marchande au ministère des Transports et des Travaux publics. Et enfin, Madame Feria Louanchi, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante et chercheur à l'ENSS MAL et vous êtes également point focal pour l'initiative BlueMed. Merci d'être avec nous. Alors avant d'entamer le débat avec mes invités, l'initiative pour le développement durable de l'économie bleue en Méditerranée occidentale, baptisée Westmed, s'est réunie, donc je vous le disais, à Alger hier et avant-hier. Alger co-préside avec la France cette initiative et veut saisir surtout cette opportunité pour créer de la richesse. Allons voir l'événement de plus près avec la couverture effectuée par notre reporter Amel Messaïd. Bleu ou la nouvelle orientation de l'économie nationale autour de la Méditerranée. Il s'agit d'un processus de développement durable autour de la Grande Bleue qui inclut les pays de la rive nord et ceux de la rive sud. La politique de développement mise en œuvre sous la conduite éclairée de son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accorde une attention particulière au développement du tourisme bleu qui constitue 60 à 70% de l'activité touristique. Concernant la pêche et l'aquaculture, la stratégie mise en place par l'Algérie s'imprègne fortement des principes que nous ambitionnons de promouvoir dans le cadre de l'UPM et du dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. Co-présidée par l'Algérie et la France, l'initiative Westmed, adoptée en 2017, nécessite une action pluridisciplinaire incluant tous les secteurs en rapport avec la mer. Au niveau de l'Union européenne, nous avons les fonds structurels et d'investissement européens et l'instrument européen de voisinage. Et nous nous efforçons de faire en sorte que les objectifs que nous partageons dans le cadre de l'initiative Westmed se reflètent dans ces programmes. En octobre, la Commission européenne a publié un appel à propositions d'une valeur de presque 19 millions d'euros pour stimuler l'innovation et la coopération des parties prenantes dans l'économie bleue. Elle a également récemment mis en place un mécanisme d'assistance spécifique pour la Méditerranée occidentale d'une valeur de presque 1,5 million d'euros. Tout de suite, nous nous sommes posés sur des projets, à l'exemple de Westmopoko, qui est un projet commun entre les pays de la Méditerranée pour la lutte contre les pollutions marines et notamment contre les pollutions liées aux hydrocarbures. Donc vous voyez déjà cette dynamique cherche à concrétiser des projets, donc avant même qu'on arrive à cette feuille de route. L'initiative offre des opportunités de coopération entre les deux rives. Elle permettra aussi un transfert de savoir-faire, mais surtout l'ouverture des mécanismes de financement aux pays de la rive sud, dédiés auparavant exclusivement à la partie européenne. Il y a des bailleurs en bilatéral ou il y a des bailleurs régionaux, il y a des structures qui sont dédiées au soutien à ces projets. On peut citer Interreg par exemple comme exemple de financement. On peut citer également l'initiative BlueMed aussi qui est élargie à l'ensemble du bassin des pays méditerranéens.
l'économie bleue. C'est un concept qui contient beaucoup de choses. Quand on parle de l'aquaculture, de la pêche, du tourisme côtier, on parle aussi de l'énergie qui vient de la mer, on parle de la biotechnologie. Tout ça, pour le promouvoir, il faut innover. Il faut voir quelle est la prochaine étape, comment est-ce qu'on pourrait servir les marchés, comment est-ce qu'on pourrait servir l'économie, comment est-ce qu'on pourrait servir la jeunesse pour trouver plus d'emplois. Outre les 19 millions d'euros déjà débloqués et destinés à la rive sud, l'ensemble du financement pourrait atteindre les 300 millions d'euros, impliquant aussi le financement privé. Cette rencontre, donc, comme vous venez de le voir, eh bien, pour une fois, n'a pas servi qu'à faire des discours. Elle a servi, en tout cas, elle a eu l'avantage de pouvoir proposer des idées de projets. Alors, on n'est pas encore au stade de projet, mais ce sont des idées de projets. Il y en a 31. Première question pour vous, Samuel Glimès. Vous avez été dans le back-office de la préparation de cette rencontre et donc du travail en amont qui a dû être fait. Quels sont les secteurs qui ont été ciblés en amont avant de proposer, d'aller au stade de proposition d'idées de projets? Merci d'abord pour cette question. Je voudrais souligner que pour le cas de l'Algérie, un certain nombre de secteurs qui sont considérés comme des secteurs clés pour le développement de l'économie bleue. Donc en particulier, je pense au secteur de la pêche et de l'aquaculture, je pense au secteur du tourisme balnéaire, donc maritime et côtier, je pense au secteur du transport maritime, transport de marchandises et de personnes, je pense aussi à des secteurs émergents aujourd'hui dans les activités maritimes comme l'exploration et l'exploitation offshore. Et bien entendu, ne pas perdre de vue aussi l'importance d'un secteur comme la recherche scientifique et l'enseignement supérieur parce que c'est la base même du développement de l'économie bleue. Mais je pense aussi à d'autres secteurs économiques qui pourraient être du public comme du privé, comme les développements des biotechnologies, les activités liées aux industries pharmaceutiques, l'agroalimentaire aujourd'hui. Donc vous voyez bien qu'il y a, au-delà des secteurs traditionnels, il y a tout un segment d'activités économiques qui sont porteuses de création de richesses liées à la mer. Aujourd'hui, la nouveauté par rapport à ce concept et par rapport à ces secteurs justement, puisque dans le jargon qui est utilisé au niveau international, on parle d'industrie maritime établie et d'industrie maritime émergente. Aujourd'hui, ce qui attire l'attention, c'est qu'il n'est plus question d'opposer le développement économique et social au niveau des zones côtières à la préservation et à la conservation des ressources. L'enjeu même de l'économie bleue, c'est de pouvoir justement relever le défi du développement économique et social, le défi de la résilience par rapport au changement climatique, mais tout en assurant la durabilité des ressources qui sont la base même de l'économie bleue. Donc l'économie bleue, si on devait résumer en fait son concept, concerne plusieurs secteurs. Ce sont plusieurs secteurs qui peuvent apporter de la richesse à travers la mer, mais une richesse finalement qui est résiliente. Est-ce que c'est le cas ou bien est-ce que c'est déjà le cas dans des pays, Ferial Louanchi, des pays de la Méditerranée occidentale? Est-ce que l'économie bleue est un concept qui est connu et qui est consacré aussi selon la description de M. Grimès? Il est connu, oui, mais pas depuis très très longtemps. C'est aussi une bonne étape pour nous de démarrer pratiquement de concert avec la rive nord de la Méditerranée. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'enjeux en Méditerranée. On a une très forte pression anthropique, une très forte pression de pollution, une très forte... un très gros risque aussi pour les écosystèmes marins, étant donné le nombre d'activités qui se sont développées. Donc effectivement, les pays du nord, de la rive nord, ont commencé à réfléchir à cette question du développement des activités économiques tout en préservant la mer Méditerranée. Et finalement, nous démarrons tous ensemble au travers des différentes initiatives, celle de WestMed bien sûr, celle de BlueMed, qui sont des initiatives qui vont porter leurs fruits puisque cette mer, nous la partageons. Et donc, dans ce concept de coopération, on va pouvoir éventuellement travailler tous ensemble pour arriver à un développement durable de l'économie en Méditerranée. Alors, le projet WestMed, pour faire court, a été initié, on va dire, démarré l'année dernière, en 2017, c'est bien ça. Mais il y a eu un travail avant, mais on va dire que les premières pierres d'achoppement ont été apportées lors de cette rencontre d'Alger. C'est bien ça, hein? Le plus important, c'est de savoir que c'est un processus politique au niveau sous-régional de la Méditerranée. C'est-à-dire que ça a commencé
avec la déclaration de Bruxelles il y a à peu près 2 ans. Ensuite, il y a eu, on va dire, la rencontre fondatrice de WestMed, là où on a donné un peu la structure de cette initiative. C'était l'année passée, effectivement. Alger, aujourd'hui, est en train de donner une âme à cette initiative à travers justement des actions concrètes, des idées de projets concrètes et un dialogue. Ce qui est important aujourd'hui, et c'est ce qui a été souligné par l'ensemble des délégations étrangères qui ont assisté à Alger, c'est qu'à Alger, on a entamé un dialogue sérieux entre les différentes parties prenantes et entre les pays pour pouvoir asseoir une vraie réflexion sur des sujets d'intérêt commun pour l'ensemble du bassin occidental de la Méditerranée. Et pour cause, Abdelkrim Ghazal, il y a eu la représentation de plusieurs secteurs, entre autres celui des transports et des travaux publics, mais pas seulement une représentation, aussi un travail en amont. Vous avez suivi le travail, on va dire, pour ce qui est du département que vous représentez. Pour revenir à l'économie bleue, c'est vrai que c'est un nouveau concept. Mais il repose sur des activités, comme l'ont dit mes collègues, des activités établies, conventionnelles, qui existent depuis l'aube des temps. La pêche, le transport maritime, la construction navale, le tourisme côtier. Et il y a les activités émergentes futures pour lesquelles on doit se préparer pour essayer de tirer le maximum de profit dans ces immenses espaces maritimes. Les nations maritimes se retournent toutes vers ces espaces-là. Il y a des enjeux considérables parce que le monde maritime est encore méconnu. Il représente quand même les 2/3 de la surface du globe. Donc les enjeux de l'humanité future se retrouvent dans les océans et les mers. Pour revenir à l'économie bleue, c'est une évolution d'un concept. L'économie bleue a toujours existé d'une façon ou d'une autre, mais avec la multiplicité des acteurs en mer. Il y a plusieurs départements à compétences maritimes et chacun considère que cet espace lui appartient. Ça crée des frictions, c'est une gestion non rationnelle de ces espaces, une gestion non rationnelle des moyens utilisés pour la gestion de ces espaces. Et il y a des concepts qui ont émergé en Europe, ce qu'on appelle la gestion intégrée des espaces maritimes, tout en exerçant et en développant ces activités d'une manière réfléchie, concertée, raisonnée, raisonnable, d'une manière durable, en respectant l'environnement, en assurant la sécurité. Sans sécurité, sans protection de l'environnement, on ne peut pas exercer cette économie bleue et tirer le maximum de profit. Donc ce concept qui a évolué avec le concept de la gestion intégrée de la mer et de l'économie bleue qui repose sur des concepts d'innovation, en utilisant l'innovation, les recherches, des indicateurs de performance, des statistiques fiables, des données, en reposant sur la recherche et sur une bonne gouvernance et de ces espaces maritimes pour tirer le maximum. Une gestion cohérente pour permettre une meilleure efficience et aussi durabilité des ressources, en fait, de la mer. Donc l'initiative WestMed, c'est d'essayer déjà au plan national de travailler ensemble, de mutualiser les moyens, de travailler en intelligence au plan national, tous les acteurs, les parties prenantes au niveau national, et travailler au niveau régional de la région occidentale en essayant de partager les expériences, les bonnes pratiques, et l'échange de connaissances dans le domaine. Alors il y a le secteur du tourisme qui est représenté ici autour de ce plateau, mais on ne pouvait pas inviter évidemment tous les secteurs à représenter, mais nous avons indéniablement invité également le département du tourisme à témoigner de sa participation dans cette initiative. Vous me direz, vous êtes le secteur, on va dire, privilégié de ce qu'on appelle le concept de l'économie bleue, c'est bien ça? Effectivement, donc, le secteur du tourisme s'inscrit pleinement dans ce concept d'économie bleue. Vous savez qu'au niveau mondial, le tourisme s'érige maintenant comme une véritable industrie qui crée de l'emploi, de la richesse, avec un PIB qui dépasse les 10% au niveau mondial. Et l'Algérie doit prendre une part de ce marché qui est très, très important et dont
et dont le tourisme côtier représente une part et un segment des plus importants. Donc, et de fait de notre présence, l'Algérie se situe dans le bassin méditerranéen qui est considéré comme c'est-à-dire la destination numéro 1 au niveau mondial. Donc actuellement, elle reçoit plus de 300 millions de touristes annuellement. Donc tout ce monde doit être bien... 300 millions pour l'ensemble du bassin méditerranéen. Donc c'est un grand marché où l'Algérie doit tout faire et doit s'atteler à construire sa destination pour recevoir des touristes, surtout sur cette bande côtière. Alors parlons des idées maintenant, ces idées de projets. Alors il y en a eu 31, mais tout à l'heure vous disiez, Samir Grimes, qu'il va en sortir beaucoup moins, étant donné que ce sont des futurs projets qui seront menés conjointement avec des pays du bassin de la Méditerranée occidentale. Pour commencer par le tourisme, puisque vous avez la parole, qu'est-ce qui a été proposé? Qu'est-ce qu'on peut espérer voir à moyen ou à long terme en termes de projets dans le cadre du Westmed côté tourisme? D'abord, je rappellerai seulement que l'Algérie détient une côte de 1200 km, donc avec 14 wilayas qui sont sur cette frange côtière. Et chaque wilaya doit développer, je ne dirais pas son propre tourisme, mais doit avoir une carte touristique par rapport à son territoire. Et c'est ce qui a été défini dans le schéma national du développement touristique territorial. Donc nous devons prendre des spécificités de chaque territoire à l'effet de développer le maximum d'activités tout en préservant bien sûr les ressources. Nous avons plus de 600 plages, nous avons pas mal de zones vierges donc à exploiter touristiquement. Nous avons des sites culturels, historiques, des sites protégés aussi. Des sites protégés. Donc tous ces espaces doivent être mis en valeur avec bien sûr une promotion touristique à l'effet de les prendre en charge en matière d'aménagement et de préservation. Est-ce qu'il y a un secteur qui a amené une idée qui a de fortes chances d'aboutir et de devenir un projet, Samir Grimes, parmi ce qui a été fait durant ces 2 journées? Je vais répondre à cette question, mais si vous permettez, je voudrais ajouter quelques éléments avant cela. Je voudrais surtout souligner la chose suivante. Pourquoi l'économie bleue est importante pour notre pays? Tout simplement parce qu'il y a une politique du gouvernement actuellement, il y a la stratégie 2035 de l'Algérie qui veut réduire la vulnérabilité de l'Algérie par rapport à sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Et aujourd'hui, l'économie bleue constitue une véritable opportunité économique et sociale pour le pays pour pouvoir justement créer de la richesse, créer de l'emploi, créer du bien-être économique et social. Une diversification à partir d'un secteur, je ne vais pas dire qui a été négligé, mais pour lequel on a un gros potentiel et sur lequel on peut miser pour l'avenir. Sous-exploité, on peut le dire. Exact. Et qui constitue une véritable alternative aujourd'hui à l'économie basée sur les hydrocarbures. Pour revenir à votre question, oui, il y a eu des propositions venant de l'Algérie qui sont très intéressantes. Certaines propositions ont été aussi suivies et adoptées par d'autres pays. Donc, j'avais personnellement modéré un laboratoire, donc un atelier qui s'appelait développement des compétences en matière d'économie bleue. Et puis il y a une idée qui est très intéressante et probablement, d'après les premières consultations que nous avons eues avec nos responsables, il est possible que l'Algérie soit le leader de ce programme au niveau sous-régional, c'est celui du réseau des écoles de formation liées au métier de la mer. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que l'Algérie puisse être un coordinateur, un leader, un catalyseur sur cette question-là. De quelle manière? Ça sera sur la base de connexions qui se feront avec l'ensemble des écoles des pays de la rive occidentale de la Méditerranée qui voudront être dans ce réseau. Ça permettra à nos étudiants, à nos formateurs, à nos chercheurs de pouvoir d'abord se mettre en contact avec ce qui se passe en particulier dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud, parce qu'il y a de la plus-value qui pourrait venir de nos voisins de la rive sud de la Méditerranée, et à travers un système de plateforme numérique virtuelle sur lequel il y aura des échanges et qui permettra un véritable renforcement de capacité au niveau national pour l'ensemble des secteurs. C'est-à-dire que c'est vraiment un réseau où on pourrait retrouver l'école supérieure du tourisme, un réseau où on pourrait retrouver l'école nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral, l'école supérieure de la marine. C'est une école qui va former les différents métiers liés à la mer. En réalité, c'est un réseau des écoles
écoles qui existent. Et on va adapter l'outil de formation que nous avons en Algérie, les différents outils sectoriels que nous avons en Algérie, en adaptant le contenu déjà, mais surtout en se mettant en relation avec ce qui se fait ailleurs pour pouvoir bénéficier des expériences des uns et des autres. Et ce programme-là a beaucoup de chances d'être financé. Et ce qu'il faudra souligner aussi, c'est l'objectif de ces ateliers, c'était de pouvoir proposer des idées de projet, mais surtout en parallèle, regarder les sources de financement qui existent actuellement, telles que le FEAM par exemple, un certain nombre le H2020, un certain nombre de sources de financement, et notamment des financements européens, et pour pouvoir évaluer la possibilité d'aller mobiliser ces financements pour ces idées de projet. Ça, c'est le premier élément. On va justement évoquer les différents mécanismes et possibilités de financement un peu plus tard. Alors, vous parlez de l'aspect formation. Est-ce que l'aspect formation est particulièrement important aujourd'hui, en essayant de faire un constat sur ce que nous avons aujourd'hui? Est-ce que nous sommes de bons, de mauvais ou de moins bons exploitants des ressources de la Méditerranée, dans le large sens du terme? Est-ce qu'il y a un besoin qui est crucial aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin crucial, oui, de faire une reprogrammation ou une refonte de notre vision de la mer et des métiers de la mer. Parce que, effectivement, l'économie bleue, comme l'a dit M. Rezel, a toujours existé, mais les concepts de durabilité, aujourd'hui, sont des concepts qui sont innovants, et aujourd'hui, il manque dans nos formations cet aspect-là de la durabilité, c'est-à-dire que les métiers de la pêche, par exemple, le métier de la pêche doit changer, doit évoluer, doit devenir quelque chose qui préserve aussi l'environnement. Le pêcheur peut être tout à fait quelqu'un qui peut se garantir une rentabilité, se garantir dans sa fonction une vie de bonne qualité, tout en préservant l'environnement qui le soutient, nourrit, en fait, qui le nourrit, exactement. Donc, il va y avoir des refontes dans les programmes, et on va utiliser effectivement ce qui a été développé aussi ailleurs, c'est-à-dire que le réseau d'écoles, c'est aussi de mettre en commun toutes les expériences qui peuvent exister au sud ou au nord de la Méditerranée, ou de la Méditerranée occidentale, et d'avoir justement beaucoup d'échanges autour de la durabilité. Franchement, le développement durable aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui peut intéresser aussi le secteur des transports, de par l'importance de votre présence sur la ligne maritime, on va dire. En quoi est-ce que la formation peut avoir un apport? Le secteur de transport et des travaux publics, au même titre que d'autres secteurs, la pêche, le tourisme, l'industrie offshore dans d'autres pays, constituent les piliers de l'économie bleue, de par la création d'emplois et surtout la valeur ajoutée à l'économie. Il ne faut pas se faire d'illusions. À travers cette initiative, on ne va pas financer des investissements. Ils ne vont pas développer des investissements conséquents qui nécessitent des financements au-delà des mécanismes de financement existants. Pour le ministère des Travaux publics et des Transports est chargé de réaliser des infrastructures. Et dans ce domaine-là, l'État a consenti d'énormes investissements en matière de modernisation des ports, en matière d'optimisation, en matière d'équipement, de mise à niveau de tout notre complexe portuaire. Et vous avez tous entendu parler du futur projet du port-centre, l'Hamdania, qui va donner une autre dynamique au transport maritime. Tout ça, c'est l'aspect portuaire. Nous avons actuellement 51 ports, 11 ports de commerce, le reste, c'est des ports de pêche, et nous avons un programme de réalisation des ports de plaisance. Toutes ces infrastructures-là nécessitent d'énormes investissements. Dans le cadre de notre travail avec les collègues, nous avons estimé le montant des investissements liés à l'économie bleue de tous les secteurs à environ, M. Grimes, à 40 millions de dollars durant ces dernières années. D'ailleurs, nos partenaires... 40 milliards de dollars. C'est beaucoup. Ce n'est pas tous les pays qui peuvent consentir Et l'impact aussi doit être aussi important. En parlant de l'impact sur ce dont parlait Feriel Louanchi, c'est-à-dire l'impact sur la ressource maritime. Exactement. Donc il n'y a pas que les ports. Il y a la refondation de notre pavillon. Nous sommes en train de recréer notre pavillon national pour essayer de recouvrer un peu notre part des marchés. Nous avons lancé d'autres activités de plaisance pour développer les marinas, les activités de transport à passagers, les bateaux-restaurants. C'est toute une dynamique qui est lancée dans une vision intégrée
clés du secteur. Nous développons la construction navale, nous développons la logistique et toute la mise à niveau de nos capacités de formation pour accompagner ces investissements. À travers l'initiative WestMed, comme vous dites, c'est comment essayer d'atténuer ces impacts de ces investissements, que ce soit au niveau de notre pays ou dans les autres pays. En ce qui concerne notre secteur et notamment le laboratoire auquel j'ai participé, nous étions préoccupés et concernés par le renforcement de la sécurité au niveau de la région. Quand je dis la sécurité, la sûreté maritime, comment surveiller les trafics, pas uniquement les trafics qui touchent nos ports, mais toutes les nuisances causées par l'énorme trafic qui longe nos côtes de là. Donc nous avons lancé des idées de projets qui intéressent. Il ne faut pas oublier que les idées de projets, comme a dit M. Grimes, ne doivent pas intéresser uniquement un pays, mais tous les pays de la région. Ça veut dire et quelles sont ces idées qui consistent justement à sécuriser les pavillons? On a lancé une étude pour essayer d'avoir une idée sur la nature du trafic, tout d'abord des statistiques, des données fiables, sur tous les trafics qui transitent le long de nos côtes et les trafics qui touchent nos ports, les ports des pays de la région, pour voir un peu quels sont l'impact qu'ils peuvent causer sur le plan nuisance, la pollution atmosphérique, le rejet des émissions des gaz à effet de serre, la pollution marine, les nuisances sonores. Aujourd'hui, on n'a pas une idée sur le niveau, sur les niveaux de fréquentation des eaux du bassin. Vous savez, ces choses-là, ces données-là, elles évoluent. Il faut avoir les dernières données pour construire dessus des initiatives, pour mettre en place un système de surveillance commun, partagé, et surtout de nous préparer notre dispositif d'action de l'État en mer, de nos moyens opérationnels pour faire face à d'éventuels accidents majeurs de pollution qui peuvent détruire tout l'écosystème en Méditerranée si cela arrive. Donc c'est ça nous voulons avoir une idée pour essayer de nous préparer convenablement. 30% du trafic de transport maritime se fait en mer Méditerranée. Le chiffre est correct. 30% c'est quand même pas mal. Hein. Pourtant, ça trahit aussi un potentiel important aussi en termes de pollution. Marine, aujourd'hui, est-ce qu'on a une donnée sur les niveaux de pollution potentielle ou de pollution tout court des eaux de la Méditerranée? Oui, bien sûr. Mais encore une fois, je voudrais faire un commentaire sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est très très important ce qui a été souligné. L'État a consenti une enveloppe très importante en termes d'investissement lourd pour les infrastructures, pour les équipements, pour le développement d'activités économiques et sociales au niveau des wilayas côtières dans le domaine maritime. Il y a eu un effort également très important pour organiser, on va dire, le cadre législatif et institutionnel pour organiser l'action de l'État, l'action économique aussi et sociale au niveau de ce territoire marin et côtier. Peut-être ce qui nous a manqué aujourd'hui et sur lequel on doit focaliser, c'est la ressource humaine. C'est pour ça qu'il était très important, durant cette rencontre, de pouvoir vraiment définir des projets pour construire des compétences nationales. Vous le disiez tout à l'heure, pourquoi la formation? Eh bien, tout simplement la formation, parce que quand on regarde la manière dont on a formé aujourd'hui par rapport à la mer, on va dire en général, et à la côte, on a toujours focalisé sur le cœur même des métiers. La pêche, le tourisme, le transport. Sans se soucier de l'impact sur l'environnement qui est la mer. C'est-à-dire qu'on a un peu négligé toute la chaîne de valeur. On n'a pas formé l'action en amont et l'action en aval dans justement les effets et les impacts sur la mer. Quand je dis l'action en amont aussi, c'est la planification. Je pense aussi, quand je parle de l'action en aval, sur tout ce qui est distribution, entretien, restauration. Pour revenir à votre question, oui, le bassin occidental est probablement moins pollué que le bassin est de la Méditerranée. Donc ça, c'est certain. Les données scientifiques récentes montrent que la partie ouest de la Méditerranée où nous sommes en tant que pays est beaucoup moins polluée que la partie est pour des raisons tout à fait évidentes. Le niveau de confinement à l'est est plus important, mais aussi le niveau de régulation pour les pays de l'est est beaucoup moins sévère que celui qui est à l'ouest. Toujours est-il qu'on constate aujourd'hui, malgré les efforts qui ont été faits par un certain nombre de pays en matière de traitement des eaux avant les rejets en mer, en matière de lutte contre les pollutions illicites, on va dire, mais il reste quand même des hotspots de la pollution. Aujourd'hui, on considère que dans le bassin occidental, je parle de tout le bassin occidental, rive nord comme rive sud, on a à peu près une trentaine de hotspots de la pollution sur lesquels il faudra fournir des efforts. Et pourquoi Quand vous dites hotspots, c'est-à-dire 30
30 sources de 30 régions différentes. 30 points de la Méditerranée où il y a des problèmes de pollution. Et pourquoi l'économie bleue est importante aussi pour les questions de pollution et de préservation, parce que dans l'économie bleue, il y a une dimension nationale. On parle des infrastructures, on parle du développement d'un certain nombre d'activités, mais il y a des considérations qui sont transfrontalières. C'est pour ça qu'il y a une initiative WestMed, parce qu'il y a un certain nombre de questions qu'on ne peut pas régler tout seul comme pays. Parfois, certaines pollutions sont générées par un voisin et vous vous retrouvez à gérer une pollution dont vous n'êtes pas responsable. Parfois aussi, des effets même à long terme de certains usages ou certaines exploitations qui se font dans une rive, mais qui se font ressentir sur l'autre. Et c'est pour ça que la coopération, les partenariats entre pays aujourd'hui sont indispensables, y compris sur les questions de sécurité aujourd'hui. Vous ne pouvez pas parler d'économie bleue dans une région où vous n'avez pas de stabilité ou de sécurité, où vous avez... régionale. Alors justement, avant d'avancer sur les questions de financement, je voudrais juste préciser encore avec vous, Feria Louanchi, qui avait le même titre que M. Grimet, c'est-à-dire chercheur et enseignante. Donc vous êtes, en plus de votre titre de point focal au niveau du BlueMed, vous êtes également dans la recherche. 250 milliards de déchets microplastiques contenus en mer Méditerranée et une surexploitation de plus de 2/3 des stocks halieutiques en Méditerranée. Est-ce que aujourd'hui, cette initiative WestMed est arrivée à un moment où l'économie est en train de nuire finalement à notre environnement commun qui est la mer Méditerranée? Est-ce que l'on peut dire qu'on est arrivé à un point de rupture ou pas encore? Voilà. Nous ne sommes pas à un point de rupture. On a cette initiative WestMed, les initiatives BlueMed. BlueMed, c'est plus de la recherche et de l'innovation en faveur de l'économie bleue. Je pense qu'on n'est pas encore au point de rupture. Ce qui se passe en Méditerranée en termes de pollution par les plastiques que vous avez, ou des pollutions, les points chauds que M. Grimès a signalé juste avant moi. En fait, les plastiques, vous savez qu'il y a un 6e continent dans le Pacifique. C'est pas spécifique à la Méditerranée, c'est partout. Il faudra gérer ça. Alors là où, à mon sens, à la fois l'initiative WestMed et BlueMed, qui sont très synergiques, hein, elles se soutiennent mutuellement, puisque WestMed, c'est l'économie bleue, c'est-à-dire les activités marines et maritimes, et BlueMed, c'est la recherche et l'innovation en faveur de l'économie bleue et un développement durable de la région méditerranéenne. Alors, il y a beaucoup de choses que la recherche peut aussi apporter, c'est-à-dire la construction des ressources humaines de recherche va permettre également aussi de pallier ces problèmes-là avec de l'innovation. Par exemple, on peut trouver, il y a des choses qui sont très peu connues, par exemple en Méditerranée, qui sont les micro-organismes marins, qui peuvent être des mécanismes de rémédiation de la pollution in situ, c'est-à-dire à l'intérieur même de la mer. Et il y a des expériences qui vont être montées dans le cadre de la coopération rive nord, rive sud, pour essayer de trouver effectivement des micro-organismes qui vont être capables de nous manger peut-être les plastiques, peut-être les hydrocarbures. Et tous ces développements vont servir ensuite à créer des nouveaux emplois, puisqu'il va y avoir des nouvelles activités, des nouveaux emplois de personnes qui vont prendre en charge ce type de traitement des pollutions qui ne sont pas les traitements classiques et habituels. Vous voyez, donc Et il y a donc un cercle vertueux finalement qui peut se créer. C'est ce que nous espérons. Alors le secteur du tourisme est concerné par tous les aspects liés à la pollution ou à la propreté des eaux marines. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que le tourisme en Algérie peut... je vais pas être méchante et dire que notre tourisme balnéaire chez nous n'est pas très développé, mais est-ce qu'on peut démarrer, tant qu'il est encore temps, avec un secteur touristique qui soit en accord avec le respect de la mer Méditerranée? Oui, merci pour la question. Effectivement, le tourisme, il ne faut pas oublier que l'Algérie est en train de construire sa destination touristique. Donc on est, ou bien de reconstruire finalement. Les années 70 déjà, l'Algérie était une destination, qu'elle a peut-être perdue avec des raisons qu'on ne va pas décrire ici, mais il faut rappeler juste que la construction ou la reconstruction d'une destination nécessite l'instauration de bonnes pratiques par rapport à l'utilisation et l'usage de ces bienfaits naturels. Donc il ne faut pas aller vers la destruction de la ressource, au contraire, il faut la préserver pour la durabilité et pour permettre aux générations futures aussi d'en profiter. Donc je voulais juste dire dans ce cadre de l'économie bleue que
il faut bien qu'on se marie avec un aménagement durable du territoire, parce que s'il n'y a pas une bonne planification, s'il n'y a pas une bonne prospective, une bonne vision de nos territoires, donc fatalement on va aller vers une destruction donc de ces territoires. Donc dans notre stratégie touristique, donc nous visons d'abord un développement territorial équitable, parce qu'il faut que toute la région, ou les régions maritimes, les régions, qu'elles soient maritimes ou nous avons un pays continent, donc il faut le développer d'une manière équilibrée, équitable socialement, économiquement. Il faut que toutes les populations profitent un peu de cette dynamique, mais par rapport à la frange côtière, c'est vrai que nous devons instaurer, nous devons d'abord faire de la sensibilisation pour que les gens préservent un peu ces bienfaits naturels et les préserver pour les générations futures. Vous disiez tout à l'heure que le bassin méditerranéen, donc à l'ensemble des pays du bassin, de la rive sud et de la rive nord, à eux seuls rassemblaient un potentiel énorme en termes de touristes. En quoi et comment l'Algérie peut-elle bénéficier de sa position dans cet ensemble qui attire autant? Bon, le constat qui est fait, c'est qu'en matière par exemple, de structures d'accueil et d'hébergement, donc le bassin méditerranéen, par rapport à l'ensemble de l'Europe, c'est-à-dire il y a une concentration en matière d'hôtels, en matière de sites d'hébergement et d'accueil, etc. Nous devons profiter un peu je dirais pas d'erreur, mais de ces dysfonctionnements pour essayer d'aménager notre territoire et littoral d'une manière équilibrée, pour qu'on ne surcharge pas notre littoral en infrastructures. Il faut peut-être aller vers des structures légères, aller vers de l'écotourisme, des constructions qui respectent la nature et qui s'inscrivent dans une démarche de durabilité, et surtout planifier un territoire bien équilibré et bien structuré, afin d'avoir un tourisme résilient et d'assurer plusieurs types de tourisme. Alors l'autre enjeu, celui d'avoir plus de touristes, pour l'Algérie et pour beaucoup de pays du bassin, c'est aussi endiguer ou enrayer le problème du chômage. L'économie bleue, ça sert aussi à créer des emplois, évidemment. Vous avez parlé de formation tout à l'heure. Aujourd'hui, quel est le potentiel en termes de création de ce qu'on appelle la carrière bleue, de cette économie bleue? Quel est le potentiel de recrutement, mais de création d'emplois? Est-ce que vous pouvez donner une idée? Voilà. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que nous sommes en train de faire un travail préliminaire. Déjà, quels sont les emplois qui sont créés aujourd'hui à partir on va dire, de l'économie marine et maritime en Algérie? On a à peu près 300 000 emplois directs. C'est-à-dire qu'ils sont visibles, comptabilisés, liés au secteur maritime. Donc tourisme, pêche et aquaculture, navigation et transport maritime, le secteur de la recherche scientifique lié à la mer. Donc on a fait un petit inventaire. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 300 000 emplois directs qui sont liés à la mer. Autre élément, si vous comptez en plus les emplois qui sont indirects, vous pouvez facilement arriver à 1 million d'emplois directs et indirects liés aux activités marines et maritimes. Mais c'est très peu par rapport au potentiel de l'Algérie. Je voudrais rappeler un certain nombre de chiffres. Nous sommes 15 millions d'Algériens aujourd'hui à vivre dans les 14 wilayas côtières, c'est-à-dire un peu plus qu'un Algérien sur 3. Nous sommes 7 millions qui avons d'une manière ou d'une autre, dans nos activités professionnelles, un lien organique, je vais dire, avec la mer et la côte. Donc 7 millions sur 40, nous sommes à peu près 1 sur 6, voilà, un Algérien sur 6 qui a un lien quasiment organique. Ne pas perdre de vue que nos échanges avec le monde extérieur se font à 95% par la mer. Ne pas perdre de vue non plus que le contact que nous avons aujourd'hui avec le monde d'Internet, donc tout ce qui est virtuel, se fait via la mer, via 2000 km de câbles à peu près. Donc toutes ces activités aujourd'hui qui génèrent dans les circonstances d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en sous-exploitation d'un certain nombre de segments, avec des capacités humaines qui parfois ne sont pas en rapport avec le potentiel. Nous sommes vers ces chiffres-là. Je peux vous assurer, madame, que déjà sur 3 secteurs, le potentiel
en termes de valeur économique, sur 3 secteurs seulement, nous pouvons espérer d'ici 2022-2023 avoir des recettes de 3 à 4 milliards de dollars supplémentaires, uniquement pour 3 secteurs. Et lesquels? Secteur du tourisme, balnéaire et maritime. Et je remercie notre ami Terguini qui a soulevé cette question-là en disant que l'Algérie a un potentiel, elle peut se positionner différemment par rapport aux autres, parce qu'on voit les expériences dans un certain nombre de pays, en Tunisie, par exemple. Par rapport à un tourisme durable, un tourisme différent, écotourisme. Il y a une véritable demande, il y a un véritable marché aujourd'hui du tourisme scientifique, du tourisme écologique, du tourisme d'élite, et nous avons quand même beaucoup de choses à faire valoir de ce point de vue-là. Et nous avons beaucoup de plages, beaucoup de plages vierges. Nous sommes un pays qui compte des superficies immenses, des immensités, des superficies vierges. Alors d'un côté on dit que c'est bien, mais d'un autre côté c'est un manque à gagner énorme. Mais c'est pour en termes de création d'emplois aussi. Mais c'est pour ça que le gisement et le potentiel dont vous venez de parler est immense. Alors il est immense dans les secteurs traditionnels, dans le secteur du tourisme déjà. J'ai cru comprendre qu'il y avait un certain nombre de projets d'investissement au niveau des wilayas côtières. Donc tout ça c'est de la génération de l'emploi, mais surtout sur les nouveaux métiers de la mer, ces métiers de la mer qui peuvent créer de l'emploi direct et indirect. Je peux vous assurer que aujourd'hui, l'économie bleue pour l'Algérie, en tout cas dans son contexte aujourd'hui, puisque je vais dire que le gros des investissements en termes d'infrastructures, nous l'avons consenti. Il reste effectivement des investissements à faire, mais surtout l'investissement le plus important, c'est celui de la formation de compétences. C'est l'humain en fait. L'humain, et c'est ça qui va former, c'est ça qui va créer de l'emploi demain. Et les idées aussi, vous avez parlé d'innovation tout à l'heure, je pense qu'il faut aussi apporter les choses de manière différente. Récemment, vous avez dit 3 secteurs tout à l'heure, créateurs de richesses d'ici à 2020. Vous avez cité le tourisme. 3. J'imagine aussi le secteur des transports aussi. Transport, mais surtout, il m'excusera mon ami Rezal, pêche et aquaculture, et surtout le secteur de l'innovation. Aujourd'hui, un certain nombre de pays qui ne sont pas des puissances technologiques arrivent à créer des technologies à partir des biotechnologies, donc la transformation des produits de la mer, de la création de produits pharmaceutiques et produits médicaux, tout simplement à partir des principes actifs médicamenteux. C'est pas des puissances technologiques, mais qui arrivent quand même à créer de l'emploi et de la richesse et de la plus-value économique à partir de ces secteurs-là. Donc, il y a une matière première donc finalement à saisir, qui est le produit de la mer. Abdelkrim Rezel, vous vouliez parler? Monsieur Guérimès donne toujours la priorité à d'autres secteurs, mais le ministère des Transports n'est pas des moindres. Pas peut-être en création d'emplois, mais en matière de valeur ajoutée, lorsque nous nous préparons à contribuer à la promotion du tourisme en Algérie par la mise à niveau de nos ports, la modernisation et la réalisation des gares maritimes modernes, pour ne pas dire l'une des plus belles gares maritimes en Méditerranée, pour nous préparer à booster le tourisme côtier, en recevant des navires à passagers, mais surtout nous ciblons avec nos amis du secteur du tourisme le marché de la croisière, qui est un des marchés les plus porteurs dans le monde, et la Méditerranée est l'une des principales destinations. Pour compléter ce qu'a dit mon collègue en matière des capacités de formation qui contribuent à l'économie bleue, nous avons toutes les universités qui forment dans le sens de la mer, nous avons les instituts de formation maritime qui relèvent du ministère des Transports, nous avons les instituts de la pêche, nous avons les instituts du tourisme, nous avons les instituts, l'ENSMAL. Il y a une multitude. Maintenant, il faut créer des instituts spécialisés qui contribuent à la promotion de ce nouveau concept d'économie bleue. Nous avons parlé d'une académie pour former des spécialistes en matière d'économie bleue. L'économie bleue, c'est l'intégration. Vous avez parlé, permettez-moi de vous interrompre, vous avez parlé de plaisance. Alors, laissez-moi vous dire, ça fait à peu près 2 ans, ou peut-être un peu plus, qu'on parle de plaisance pour ce qui est de votre secteur, du secteur de transport. C'est annoncé, mais bon, on ne voit pas tellement arriver les bateaux de plaisance. Où ça en est aujourd'hui? Est-ce que ce sont des projets qui sont menés, notamment en adéquation avec le secteur du tourisme, puisque voilà, vous êtes directement liés? Totalement en adéquation, parce que nous avons commencé par mettre en place le cadre réglementaire avec nos collègues du tourisme, des gardes-côtes, la pêche. Nous avons mis en place le cadre réglementaire qui a pris du temps. Maintenant, nous avons ciblé plusieurs activités, le transport urbain. Vous avez déjà les
première ligne sur la Madrague et sur Tel el-Fouf. Nous avons lancé des projets pilotes avec une entreprise publique pour essayer de maîtriser le métier. Ensuite, nous avons ouvert au secteur privé parce que c'est une activité par excellence qui doit être portée par des acteurs privés. Nous avons l'activité pescatourisme, nous avons le bateau-restaurant de la Madrague. Il y a plusieurs promoteurs qui se rapprochent du ministère des Transports. Nous avons délivré beaucoup d'accords, d'agréments pour ces activités. Le seul problème en ce moment, nous n'avons pas les capacités portuaires adaptées pour ce type d'activité. Nous nous préparons, nous allons lancer bientôt. Nous avons beaucoup de ports de pêche, mais pas des ports de plaisance. Nous avons aussi des forages à la Madrague et quelque part, mais surtout des ports mixtes. Nous allons lancer tout d'abord, commencer par une optimisation de nos parcs, de notre parc, nos complexes ports pour dégager ce type d'espace. Mais surtout, nous allons lancer bientôt un programme de développement des marinas au sens moderne du terme. Déjà, il y a des mais marinas. Entre-temps, vous avez accordé les autorisations. Oui, beaucoup d'autorisations. Donc, les gens qui ont été autorisés, ils vont parquer où le mot, c'est il y a plusieurs activités. Amarrer, voilà, amarrer leurs bateaux de plaisance. Il y a des activités qui ont déjà... Rassurez-nous, ils ne vont pas les amarrer avec les bateaux de transport de marchandises. Il y a 4 activités. Il y a l'activité de loisirs, qu'on appelle ça les engins nautiques. On n'a pas besoin d'infrastructures particulières, une plage ou là. Il y a le pescatourisme, ça veut dire c'est comment utiliser les navires de pêche pour des activités touristiques. Ces opérateurs-là ont déjà leur poste à quai. Le problème se pose plus pour les bateaux-restaurants. Les bateaux-restaurants doivent avoir un quai quand même bien aménagé où on peut recevoir toute la clientèle. Nous travaillons sur ce dossier pour... D'accord. On retiendra que le cadre réglementaire, comme pour beaucoup d'autres départements, a pris beaucoup de temps, mais je pense que c'est pas nouveau. En Algérie, on est habitué. On va parler à présent du financement. Alors, les 31 idées de projet devraient atteindre 300 millions d'euros. Ça, c'est le directeur général de la pêche et de l'aquaculture qui l'a dit, à travers différents bailleurs de fonds internationaux. Feria Louanchi, qui va financer les idées qui devraient aboutir en projet? Alors, il y a beaucoup de mécanismes particulièrement européens sur lesquels les appels à projets concernent partiellement les préoccupations de l'économie bleue et les préoccupations de Westmed qui ont été dégagées de la réunion d'avant-hier. Donc en fait, donc vous avez les mécanismes de l'Union européenne, il y a des mécanismes aussi qui existent au travers de l'Union pour la Méditerranée, il y a des mécanismes bilatéraux, de financement aussi qui peuvent se faire dans les pays. Mais globalement, oui, voilà, donc vous avez il peut y avoir aussi les mécanismes qui existent parce qu'il y a des mécanismes internationaux aussi, qui sont les programmes des Nations Unies pour le développement. Donc il y avait des financements qui avaient été dégagés. Et il est prévu effectivement qu'à partir de 2021, il y aurait... d'autres appels d'offres, il y a des appels qui sont en cours, mais il va y avoir d'autres appels d'offres qui vont être un peu plus orientés vers l'économie bleue. Donc à partir de 2021, on pourrait peut-être bénéficier de ces appels d'offres de l'Union européenne en particulier, qui vont pouvoir soutenir encore plus les futurs projets de Westmed. Et ce sont des financements entiers ou bien est-ce que ce sera mix? Est-ce qu'il s'agira d'avoir un apport des États mixés avec des financements ou des crédits? Sur les mécanismes de financement, aujourd'hui, grâce au travail qui a été fait pendant cette conférence, mais surtout le travail qui a été fait avant la conférence, parce que les collègues algériens et les collègues des autres pays, nous avons travaillé pendant le dernier mois justement à essayer de localiser les sources de financement. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a le FEAMP, il y a le Blue Career sur les carrières, sur la formation, vous avez le H2020, vous avez aussi des mécanismes spécifiques qui existent aujourd'hui, comme les financements du plan d'action pour la Méditerranée, vous avez les mécanismes de financement pour l'Union pour la Méditerranée, mais vous avez des mécanismes comme le Fonds pour l'environnement mondial ou un certain nombre de financements. Ce qui m'a semblé intéressant à soulever par rapport à cette question-là, déjà que durant le travail que nous avons accompli, nous avons identifié 2 types de projets. Ça, c'est intéressant. 2 types de projets. Le premier projet qu'on appelle les projets premium, c'est-à-dire les projets qui ont une certaine transversalité. Par exemple, un projet où on peut aborder la question du tourisme durable avec la question de la navigation et de la pêche artisanale. Tout ça dans un seul package, ça a plus de chances d'aboutir. Si en plus ce type de projet intéresse 3 ou 4 parties du bassin ouest de la Méditerranée, ça a encore plus de chances d'aboutir. Ce que je dois dire,
et c'est ce que nous avons compris des uns et des autres pendant ces échanges, c'est que même s'il n'y a pas aujourd'hui un financement spécifique pour un projet, par exemple, alors si je prends... Exemple de l'école, par exemple. Pour l'école, aujourd'hui, il y a deux types de financement qui seraient possibles et ils ont été identifiés. Le modèle Erasmus, parce que c'est vraiment le mode de fonctionnement pour les réseaux d'écoles de formation, mais aussi Blue Career, c'est possible aussi. Oui. Mais ce que je souhaite donner comme information, c'est que l'Union européenne serait même en mesure de pouvoir orienter un appel d'offres si, au niveau du bassin, il y a une entente, il y a un consensus sur un projet fédérateur. Même si aujourd'hui ce type de financement n'existe pas, pour les 2 prochaines années, avec l'appui du mécanisme d'assistance, avec la volonté affichée par les uns et les autres, donc je pense à l'UPM et à l'Union pour la Méditerranée, il serait possible de pouvoir mobiliser un financement spécifique pour un projet qui intéresserait la plus grande partie du bassin occidental. Donc aujourd'hui, le défi pour nous en tant qu'Algériens et pour les pays du sud de la Méditerranée, c'est que, je le disais tout à l'heure, nous avons les infrastructures qu'il faut, nous avons les mécanismes qu'il faut, mais nous ne maîtrisons pas les mécanismes de financement. Donc nous allons essayer de bénéficier pendant ces 2 ans par l'accompagnement qui sera apporté par le mécanisme d'assistance de l'Union européenne pour les experts institutionnels algériens et pour les experts scientifiques, à pouvoir monter des projets qui seraient éligibles, qui seraient bancables. Aujourd'hui, nous n'avons pas... Quel est ce mécanisme qui va permettre aux différents secteurs, admettons le tourisme, le transport, la pêche, qui seraient concernés par un projet, qu'est-ce qui va permettre justement de les implémenter et de les amener à proposer quelque chose qui soit acceptable ou accepté par les bailleurs de fonds, en tout cas, puisque le financement... Ce travail a commencé, on a déjà identifié des projets en commun. Il y a le hub national qui se met en place à partir du 1er janvier 2019. Donc le hub national va être une espèce de mécanisme national où on aura les institutions qui seront représentées, le secteur de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur qui est très important, qui sera représenté aussi. Et c'est dans ce hub national qu'on va appeler le mécanisme d'assistance à former les gens et accompagner les gens à formuler les projets selon les standards qui donneraient des chances à ces projets d'être financés. Et c'est ça la nouveauté aussi, c'est ça, c'est de construire des capacités nationales qui seraient en capacité de répondre à des appels d'offres spécifiques et en capacité de faire du lobbying à travers les partenariats opérationnels. Comment est-ce que le département du tourisme, par exemple, voit-il cette initiative? Est-ce que vous voyez relever ce challenge de présenter des appels d'offres qui sont non pas internationaux, mais spécifiques, puisqu'on parle de mécanismes de financement de l'Union européenne, ils sont assez particuliers? Oui, bon, M. Rzal a mis le doigt sur l'importance de l'intersectorialité. Il faut que tous les départements ministériels travaillent en concertation et en synergie pour monter des projets qui soient, c'est-à-dire réalisables et concrets. Parce que, bon, des fois, on propose des projets qui sont utopiques, donc il ne faut pas aller vraiment dans cette direction. Donc il faut aller vers des projets qui intéressent plusieurs secteurs et qui soient réalisables dans des délais aussi très courts. Il ne faut pas aller dans des délais très longs. Donc pour le tourisme, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est qu'il y ait des projets ou un accompagnement surtout, parce que nous sommes en phase de construction du tourisme, donc nous avons besoin d'avoir une visibilité par rapport aux expériences qui se font ailleurs et réaliser un peu un tourisme soft ou un tourisme durable qui soit pérenne dans le temps. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes avant de terminer ce débat. Toujours au sujet du financement, le programme de la coopération transfrontalière travaille avec 13 pays pour le WestMed et il propose 86 millions d'euros de 2014 à ce jour. C'est un programme 2014-2018. À ce jour, ce mécanisme a quand même financé 95 projets. L'Algérie n'y a pas figuré. Est-ce que ça a pu être, en tout cas de 2014 à ce jour, autant d'occasions de rater pour nous, et pourquoi n'avons-nous pas été parmi les projets présentés? J'ignore pourquoi l'Algérie n'a pas signé l'accord qui lançait ce financement. J'avoue que j'ignore complètement pourquoi nous n'avons pas signé. Et effectivement, ça a été des occasions ratées parce qu'il y a énormément de projets qui ont été financés et qui étaient de très haute importance pour notre pays. Et pour des activités qui pouvaient aller de l'écotourisme, par exemple, du développement de l'écotourisme, sur la pêche et l'aquaculture durable.
Donc de modifier un petit peu les pratiques de pêche en allant vers la durabilité. En particulier, M. Grimès parlait tout à l'heure des petits métiers de la pêche qui sont très très importants, qui sont vraiment le cœur même de la pêche en Méditerranée. La pêche en Méditerranée, c'est pas de la grande pêche industrielle, c'est vraiment du petit métier local. Qui est en train de connaître des mutations. Aujourd'hui, il y a un essor d'investissement dans le secteur de l'aquaculture, qui donc va sûrement appeler à une meilleure maîtrise de ce métier relativement nouveau, en tout cas chez nous en Algérie. Oui, et ce qui est bien aussi dans l'initiative WestMed, c'est bien que vous me parliez de ça, merci. Dans l'aquaculture, quand elle a démarré dans d'autres pays, elle n'a pas été durable. Ça n'a pas été une activité durable, ça a été une activité polluante, dans la plupart des cas. Aujourd'hui, nous démarrons alors qu'on parle de durabilité dans l'aquaculture. C'est-à-dire qu'on a toutes les chances de bénéficier des mauvaises expériences et de ne pas les reproduire. C'est-à-dire qu'on va aller directement dans de l'aquaculture multitrophique, en connexion avec la pêche. On n'a pas beaucoup parlé de gestion intégrée des activités marines et maritimes, mais c'est vrai que de plus en plus maintenant, il va y avoir des choses où la pêche, la petite pêche, la pêche petit métier va être en rapport aussi avec l'aquaculture. Je vous donne des exemples. Il y a des produits de la pêche qui sont des invendables, mais qui peuvent très bien être transformés pour devenir de l'alimentation, de l'aliment pour l'aquaculture. Voilà. Donc autant on va dire de bons réflexes à commencer dès le départ. Voilà. En fait. Et puis toujours cette idée d'avoir quelque chose qui se recycle, qui se renouvelle dans le temps. Une dernière question pour vous. Il y a un secteur qui, lui, créateur de richesse, étant donné qu'on parle d'hydrocarbures. Et en mer Méditerranée, il y a également l'activité offshore. L'Algérie a récemment signé un contrat avec une compagnie italienne, Eni, dans le cadre de l'exploration de l'offshore. Aujourd'hui, est-ce que nous envisageons de voir de plus près de quelle manière cette activité va se faire, avec toujours ce souci de respect de notre ressource? Nous avions commencé l'émission en disant la chose suivante. Je me rappelle de la première phrase que j'avais personnellement prononcée en disant qu'aujourd'hui, un changement de paradigme, c'est opposé. Jusqu'ici, on a opposé, les environnementalistes ont toujours opposé la conservation de la nature par rapport au développement économique et l'inverse. Les gens qui font du développement, ils disent que les environnementalistes sont un frein pour le développement des activités. L'économie bleue, justement, aujourd'hui, elle veut construire une économie, une création de la richesse, une croissance économique, une création de l'emploi sur des ressources durables. Donc si demain, on développe des activités en mer, qu'elles soient sur le plan énergétique, sur le plan du transport, ou sur le plan de la pêche ou tourisme, quelle que soit l'activité qu'on développe. Et si cette activité est développée avec un gain à court terme, mais la facture environnementale serait lourde, à ce moment-là, l'activité elle-même va disparaître par la suite. Donc, je voudrais, et je vous remercie d'abord pour pratiquement boucler cette émission avec cette question, parce que c'est important. Nous nous réjouissons que l'Algérie va explorer, et je l'espère exploiter, ses ressources minières maritimes. Il faudra le faire en tenant compte des implications possibles de cette activité durant la phase d'exploration, durant la phase d'exploitation et durant la phase de déconstruction de ces infrastructures en mer. Ça, c'est un élément ce qui me rassure en discutant avec nos collègues du ministère de l'Énergie. Donc j'ai appris qu'actuellement, ils sont en train de travailler sur la nouvelle mouture de la loi sur les hydrocarbures, qui est quasiment dans sa mouture finale. Et ils sont en train d'introduire des dispositions, justement, par rapport aux études d'impact sur l'exploration et l'exploitation en mer. Donc oui, nous encourageons notre pays à aller explorer l'ensemble des richesses qu'il peut exploiter. Mais attention, il faudra le faire selon les standards, il faudra le faire avec nos chercheurs et scientifiques algériens pour pouvoir accompagner ce développement de manière à ce que le développement de l'énergie en mer ne soit pas un problème pour le développement de la pêche et de la ressource, ne soit pas un problème pour le développement du tourisme. Et l'économie bleue, comme le soulignait notre ami Reza tout à l'heure, c'est l'intégration des activités maritimes en respectant les ressources. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi, parce que vous avez posé une question importante, pourquoi nous n'avons pas bénéficié de ces financements? Ce n'est pas spécifique aux maritimes. Sur les changements climatiques, nous avons aussi raté beaucoup de financements.
Sur le développement durable, nous avons également raté beaucoup de financements. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que nous n'avons pas formé des capacités nationales qui connaissent les mécanismes de financement. Nous n'avons pas développé des capacités de lobbying. Personne ne vous donne de l'argent comme ça, même si vous êtes vulnérable. Personne ne vous donne de l'argent, même si vous en avez. Vous voulez dire qu'on n'y a pas été parce qu'on ne savait pas faire, simplement? C'est la seule raison? Non, je dis qu'on n'a pas été. Parfois, il y a d'autres considérations qui font qu'on ne va pas à certains fonds, des considérations qui... À caractère politique? Il y a des considérations qui font que parfois l'Algérie ne veut pas aller chercher des financements. Mais ce qui m'intéresse... Notamment s'endetter, contracter des crédits. Pas uniquement par rapport au crédit. Parfois, on ne veut pas des sources de financement qui pourraient être nuisibles sur le plan politique pour le pays. Oui. Ce que je dis aujourd'hui, moi, je dis aujourd'hui qu'il nous faut une task force nationale. Quand je dis des gens qui sont capables d'aller chercher des financements, c'est-à-dire des gens du ministère des Finances, avec les secteurs techniques, avec les secteurs du savoir, un groupe national qui est capable de connaître les mécanismes. Mais ça ne suffit pas. Il faudra faire du lobbying et être dans les systèmes de gouvernance de ces organisations régionales. En tant qu'Algérien, il faudra être dans les mécanismes. Il faudra être présent pour être... Et cette initiative Westmed peut être justement un vivier pour la création de personnes qui soient capables justement d'envisager la négociation ou la meilleure connaissance. D'abord, l'Algérie a co-présidé ce processus. Ensuite, l'Algérie est dans le mécanisme d'assistance. Mais troisièmement, surtout, nous pensons que nous allons être leaders sur un certain nombre de projets. Donc, nous serons en position de pouvoir justement créer ces capacités. C'est tout le mal qu'on vous espère. Merci. Samir Grimès. Nous arrivons au terme de cette émission, mais je vous rappelle quand même nos invités et qui étaient de marque. Samir Grimès, chercheur et enseignant à l'IRN-SSMAL et également membre du mécanisme d'assistance Westmed. Merci à vous, Monsieur Terguini Abdelhamid, directeur de l'aménagement touristique et de la préservation du foncier au ministère du Tourisme. Merci, Monsieur Abdelkrim Rzel, directeur des ports et de la marine marchande au ministère des Transports et des Travaux publics. Et merci à vous, Ferial Louanchi, point focal pour l'initiative BlueMed et chercheur et enseignante à l'ENSSMAL. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout pour cette émission où on a parlé de l'économie bleue. Pour ceux qui souhaiteraient la revoir et mieux comprendre ce concept, rediffusion demain de 11h à midi. Sinon, eh bien, le replay sur la chaîne YouTube de la chaîne Canal Algérie. Très bonne soirée à tous et on se retrouve mercredi prochain.